Donc oui, je vais parler du courage d'être soi-même. Et en fait, avant de parler, je vais vous inviter à un petit moment d'introspection. Est-ce que vous avez vous-même le sentiment d'être vous-même dans toutes les circonstances, plus dans certaines circonstances et pas dans d'autres, avec certaines personnes ou juste, ouais, réfléchissez un petit moment. Est-ce que vous avez un sens de parfois ou toujours ou pas du tout dans votre vie, en relation aux autres, être vraiment vous-même, pouvoir être vraiment vous-même? Et si vous pouvez vous mettre en lien avec un moment où vous avez vraiment le sentiment d'avoir pu être pleinement vous-même, comment est-ce que vous sentez à ce moment-là? C'est quoi le goût de cette expérience? Pour moi, il y a un sens, un goût de confiance, de liberté, de cohérence et d'intégrité. Je pense au moment où j'ai pu vraiment être fidèle à moi-même. Et dans mon expérience, parfois, ça demande du courage. Donc, est-ce que c'est peut-être aussi votre expérience que ça demande un peu de courage? Et il y a un exemple qui vient d'il y a longtemps, quand j'étais encore très jeune. Et j'ai pratiqué déjà le bouddhisme. Et je travaillais comme interprète. J'étais pour les sourds muets. Là, c'était là. Et il y avait, ouais, je travaillais en indépendante et on travaillait souvent en petits groupes pour à une colloque ou pour une occasion. Et là, j'étais à un colloque où on avait fait de la journée et je crois qu'on était 5 interprètes à sortir, à manger ensemble le soir. Donc on est allé au restaurant. Et à la fin, la note est arrivée et ils avaient oublié de mettre un de nos plats. Et tout le monde était prêt à payer et partir rapidement avant qui que ce soit se rende compte. Et moi je dis non. Et j'avais commencé à pratiquer le bouddhisme, j'avais commencé à prendre conscience de l'importance de l'éthique, de la pratique éthique. Et je dis non, on a mangé ce repas, on a mangé ce plat. euh, Ça convient que nous le payons. C'est important. Ouais, par honnêteté, par intégrité, de payer ce qu'on a mangé. Et ça me demandait du courage parce que je pensais que j'allais être prise comme pour quelqu'un un peu, je sais pas, un peu trop bon ou peut-être un peu hautaine ou je sais pas, je craignais leur critique, je craignais leur rejet. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après un petit peu de débat, ils ont avoué que j'avais raison. Et plutôt, je crois que j'ai reçu plutôt du respect et de l'appréciation. Et attention, bienvenue. Et donc voilà, ça m'a encouragée à continuer à oser par moments, oui, à être intègre avec mes propres valeurs. Et, oui, et parfois dans des moments comme ça, on a le sentiment d'aller contre le courant. On a le sentiment d'oser faire comme les autres ne veulent pas faire. Et c'est pas toujours facile. Et juste un autre petit moment, une autre petite question pour vous. Est-ce qu'il y a des moments où vous sentez que c'est impossible de faire cela, impossible d'être vraiment vous-même? Est-ce qu'il y a des circonstances où vraiment vous n'arrivez pas? Vous sentez la pression trop forte ou
le désir de conformer trop fort, ou c'est juste trop difficile, ou ça semble pas valoir la peine. Je sais pas. Et je crois que pour chacun de nous, il y a des moments où c'est plus ou moins difficile. Moi, je crois que peut-être le moment le plus difficile, c'est peut-être dans ma belle famille, où j'ai envie d'être aimée et appréciée, d'appartenir. Et oui, je me compromets en buvant peut-être un peu plus de vin que je voudrais, ou mangeant du fromage quand je ne voudrais pas vraiment, juste pour plaire. Et en fait, j'ai un choix. Donc, je ne me sens pas complètement moi-même à ces moments-là, mais en même temps, j'ai un choix. Je fais un choix pour aller vers les autres. Donc, c'est un compromis que je fais avec, pas tout à fait avec plaisir, mais presque, avec une bonne volonté, un choix libre. Euh, donc, c'est-à-dire, on n'est pas obligé toujours de s'afficher tel qu'on veut être. Il y a des moments où le compromis est important. Et c'est tout ce domaine-là que je vais explorer un petit peu ce soir. Donc juste un dernier petit moment, un petit exercice d'imagination, c'est juste essayer d'imaginer un monde, si on peut. Un monde où tout le monde, chaque personne, est vraiment libre d'être pleinement soi-même, de vivre comme il ou elle veut, de s'exprimer librement, de s'habiller comme il veut, de manger ce qu'il veut, ou plus ou moins. Il n'y a pas de pression pour être comme les autres. Et si vous pouvez l'imaginer, vous avez probablement remarqué que voilà, il y a un côté liberté et il y a aussi un côté responsabilité. Parce qu'on ne peut pas être soi-même si on ne respecte pas les autres, si on ne laisse pas les autres être eux-mêmes aussi. Donc ça demande vraiment une ouverture, un don et une confiance et une liberté de faire ce qu'on, ouais, d'être qui on veut être. Donc c'est vraiment quelque chose de collectif. On ne peut pas le faire tout seul. Il faudrait que toute la société soit là-dedans, on y participe. Donc je veux explorer un petit peu pourquoi c'est difficile. Pourquoi c'est difficile d'être soi-même dans toutes les circonstances. Et en gros, la réponse la plus simple, la plus englobante, c'est que c'est notre conditionnement. Nous sommes conditionnés dès très jeunes par notre famille, par les groupes dans lesquels nous vivons, par la société, à faire comme les autres, à faire comme il faut. Oui, on apprend à partir d'un très jeune âge de comment il faut agir pour être accepté. Non, non, tu parles pas aux gens comme ça. Oui, oui, il faut faire comme ça. Si tu fais pas ça, on va pas t'accepter. On apprend très très jeune à gérer notre comportement pour appartenir, pour être accepté. Et c'est normal, en quelque sorte, c'est normal. Nous, les êtres humains, nous sommes des êtres sociaux. On a besoin d'être ensemble, on a besoin d'appartenir. Ça a commencé vraiment dès le début. Il y avait les familles et puis les tribus. Et on en avait besoin et on a toujours besoin, mais à l'époque, c'était surtout pour la sécurité physique. Il faut être ensemble, il faut se soutenir, il faut se protéger, il faut... Oui, surtout pour la sécurité physique. Et puis petit à petit, les groupes ont grandi. Plus il y avait de la communication et la mobilité entre les gens, il y avait le tribu, et puis il y avait un groupement plus grand, et puis la nation. Et puis maintenant, il y a de plus en plus des couches et des couches de groupes, de groupements dans notre société. On peut dire que le monde est fait, construit de différents groupes qui se chevauchent, qui se entrechocs, qui s'achètent.
Et donc, c'est plus que notre sécurité physique qui est en jeu, c'est aussi de plus en plus notre sécurité émotionnelle, notre estime de soi qui entre en jeu. Et nous nous façonnons selon le dictat du groupe et sans forcément nous rendre compte à quel point c'est le cas. Nous nous conformons naturellement pour être acceptés et faire partie. Et parfois on se rend compte, pas tout de suite ou même pas du tout, à quel point ça s'éloigne de qui nous voudrons vraiment être. Parfois on va assez loin dans le compromis juste pour être accepté et pour appartenir. Et c'est intéressant parce que en 1979, Sangha Rakshita, qui est le fondateur de l'ordre bouddhiste Sri Ratna, qu'on voit sur les photos sur l'autel, il a fait une conférence où il disait que ok, on essaie de préserver diverses espèces qui sont en train de disparaître de notre planète, mais il dit aussi une espèce qui est en danger, c'est l'espèce de l'individu. Et en fait, donc en 1979, déjà, il disait que en fait, la capacité d'être vraiment individu dans ce monde était de plus en plus menacée. C'était de plus en plus difficile à juste être vraiment libre de vivre sa vie telle qu'on voulait. Et en fait, je crois que si on regarde aujourd'hui, c'est peut-être encore plus le cas. Et je crois que s'il y a autant de tensions dans le monde en ce moment, c'est en partie parce que l'État en particulier, dans différentes situations, devient tellement tout-puissant que les gens cherchent leur individualité face à cette imposition de la nation, de l'État. On voit de plus en plus d'autorité imposée et les gens, en fait, je crois qu'on peut même, je hasarde un peu que c'est peut-être un peu ce qu'on voit en France en ce moment. Et en fait, avec la mobilité des gens et le nombre croissant de gens dans le monde, c'est de plus en plus difficile de ne pas être étiqueté et appartenir à un certain nombre de groupes. Notre identité est toujours voulue, demandée. Quelque part, on a besoin de prouver notre identité et dire qui nous sommes et d'où on vient. Et je lis beaucoup de littérature du 19e siècle, 18e siècle même. Et ben, il y avait des gens qui disparaissaient dans la nature, ils déménageaient, ils allaient vivre dans un autre pays et on n'entendait plus parler d'eux et c'est plus possible ça, c'est plus possible de disparaître. Et à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, on est obligé de remplir un formulaire, de dire qui nous sommes, de quel groupe est-ce qu'on est monsieur, madame, est-ce qu'on habite où, on est de quelle nationalité. Donc voilà, on est notre appartenance au groupe devient complètement obligatoire, notre identification. Et puis un autre phénomène que je crois on voit, c'est aussi l'Internet et les réseaux sociaux, où notre identité devient de plus en plus importante. De plus en plus, on attend de savoir quelle est notre opinion sur quelque chose. On a besoin de s'afficher pour être connu, pour être accepté. On voit de plus en plus de jeunes qui sont vraiment, coincés dans ce monde où leur identité et leur image est vraiment très très important. Et ça crée beaucoup de difficultés et de souffrances. Donc je vois pour nous aujourd'hui la question de l'individualité, de l'autonomie de la personne est très très importante et une question pas que pour les bouddhistes mais pour tout le monde. Et au fond de tout ça, il y a tout ce que j'ai évoqué de la société, de la structure des choses, de comment le monde marche. Et au fond de tout ça, au niveau individuel,
Il y a notre besoin d'appartenance, notre besoin de sécurité, notre peur de solitude, qui sont très importants et très fondamentaux. Donc ça pose la question, est-ce que c'est possible d'appartenir, d'être aimé, d'avoir notre place dans la société, d'avoir notre sécurité et en même temps être libre, être pleinement nous-mêmes. Est-ce que c'est possible? Et si oui, comment? Et si je fais cette conférence, c'est clairement parce que je pense que le bouddhisme a quelque chose à dire là-dessus. Oui, ma réponse est oui. Et oui, et je crois que c'est une question ouais, que le bouddhisme adresse plus ou moins directement. Donc si on regarde juste brièvement la vie du Bouddha, le Bouddha qui a habité en Inde, qui a vécu en Inde il y a à peu près 2600 ans, qui lui aussi, en fait, il était contraint par sa situation. Il vivait dans une famille riche, il était prince, héritier du trône du pays, un petit pays en Inde où son père était roi. Et sa vie était tracée pour lui. On attendait à ce qu'il devienne roi, qu'il hérite le trône, qu'il prenne la responsabilité de son royaume. Et puis il a découvert la vieillesse, la maladie et la mort. Il a vu que quand même, ok, sa vie était tracée, il avait tout ça devant lui, et puis autour de lui, il voyait que tout le monde souffrait. Tout le monde vieillissait, tout le monde était malade, tout le monde mourait. Et à quoi bon alors ce chemin de gloire, de pouvoir tracé devant lui, de devenir roi et tout ça. Donc il se posait vraiment la question, mais qu'est-ce que je fais avec ma vie et qu'est-ce qu'on peut faire pour tout le monde, pour cette souffrance? Il a vu aussi un mendiant, quelqu'un qui ne faisait pas partie de cette société, qui n'avait pas le fardeau de la responsabilité du royaume sur ses épaules, mais qui menait sa vie, qui errait à la recherche de vérité, à la recherche de quête spirituelle. Et en fait, il a choisi de quitter tout. Il a quitté sa famille, il a quitté son royaume, il a tout quitté pour aller à la recherche de quelque chose de plus vrai, de plus signifiant, une quête spirituelle. On utilise la phrase dans le bouddhisme, il est allé de l'avant par rapport au confort et aux sécurités familiales et sociales qu'il avait. Et il atteint l'éveil. Et ça, c'est une autre histoire, je ne vais pas parler de ça ce soir, mais l'éveil qui, dans ce contexte, est une liberté. Il atteint la liberté. Et puis, il a décidé d'offrir aux autres cette même possibilité, la possibilité d'atteindre la même liberté, de se libérer de la même manière. Et donc, il a invité d'autres personnes à aussi quitter leur foyer, quitter leur famille, aller errer dans la forêt, vivre en communauté spirituelle pour pratiquer la méditation, pour aller au fond d'eux-mêmes et essayer de voir, comprendre comment les choses se passaient et se libérer. Donc, ces gens-là, ils se libéraient. Ils allaient de l'avant par rapport aux contraintes de la vie familiale et la vie dans la société. Et puis ils se libéraient dans le sens plus individuel de l'éveil. Ils se libéraient de la peur, du désir, de l'aversion, de l'ignorance, de tout ce que les entravait, les habitudes que les entravaient en termes de... Là aussi, on peut dire que une chose qui nous entrave dans le sens d'être nous-mêmes, c'est nos habitudes et aussi qui sont conditionnées. Ils se sont libérés de tout ça. C'est une liberté du cœur, on peut dire, liberté de l'esprit et du cœur.
Et donc le bonheur et la sécurité venaient plus d'une appartenance d'un groupe ou d'une carrière ou une place dans la société, ça venait de l'intérieur. Ils ont trouvé à l'intérieur d'eux-mêmes le bonheur et la sécurité. Donc ils étaient éveillés, ils étaient libres. Donc, est-ce que je suis en train de vous dire qu'il faut quitter votre foyer, il faut quitter votre travail, votre famille, votre sécurité pour aller se promener dans les forêts françaises à la recherche de la vérité? Non, je ne suis pas en train de dire ça parce que ce n'est plus les mêmes conditions qu'il y en avait en Inde à l'époque et aussi parce que je crois que ce n'est pas forcément nécessaire. Et notre mouvement, notre ordre bouddhiste de Triratna est justement fondé pour essayer de se poser la question comment est-ce qu'on peut pleinement vivre cette quête dans le monde de nos jours, dans le monde, en notre cas européen, occidental, de nos jours. Et donc Sangharakshita, notre fondateur, a interprété cette même histoire pour notre monde moderne. Et il a parlé de trois choses, et c'est ça que je vais essayer d'expliquer, vous expliciter ce soir. Il parle en termes du groupe, de la personne autonome et de la communauté spirituelle. Donc le groupe, d'une certaine manière, c'est notre équivalent moderne de la famille ou la société du temps du Bouddha, grosso modo, symboliquement. Donc, il ne s'agit pas forcément pour nous de quitter la famille ou le foyer, mais de nous libérer de l'emprise du groupe pour devenir plus autonome. Et la communauté spirituelle existe pour nous aider avec cela. C'est ça que je vais parler un petit peu plus de chacun de ces trois entités. Commençons avec le groupe. Je vais juste vous citer un petit... un endroit où Sangharakshita parle du groupe. En fait, il en parle à plusieurs reprises. Et à chaque fois, il est un petit peu provocateur. Donc, voilà, ça, je vous préviens. Donc je vais juste lire dans ces mots. Un groupe est essentiellement un ensemble de personnes qui ne sont pas des individus. Il est intéressant de noter qu'il n'existe pas de terme en français pour désigner ces personnes, mais le terme bouddhiste traditionnel de Pruthakjana, les gens ordinaires, et ils sont clairement distingués des Aryas, qui ce sont les gens nobles dans le sens éthique et spirituel. Selon la tradition bouddhiste, la plupart des membres de la race humaine appartiennent à cette catégorie, c'est-à-dire les gens ordinaires. La plupart d'entre nous ne sont des individus qu'au sens statistique du terme. Nous sommes séparés les uns des autres, pourrait-on dire, à tous égards, sauf à celui qui compte vraiment. Nous avons des corps distincts et des votes distincts, si nous avons de la chance, mais nous ne pouvons pas dire que nous avons des esprits distincts. Si nous examinons attentivement l'origine de nos opinions et de nos décisions, nous verrons que, trop souvent, nous n'avons pas du tout d'esprit propre. Ce que nous pensons et ressentons est déterminé par nos conditions, par les circonstances particulières de notre existence. Nous avons tendance à penser, à ressentir et à agir en fonction de la façon dont les autres pensent, ressentent et agissent. Et nous acceptons presque toujours, très souvent implicitement, les normes et les valeurs des divers groupes auxquels nous appartenons. Lorsque nous n'agissons pas comme des individus, notre esprit tel qu'il est a été effectivement fusionné dans une sorte d'esprit collectif, d'esprit de groupe. Donc il est assez fort là-dessus et il caractérise un peu, mais c'est vraiment pour nous aider à nous rendre compte. Et c'est intéressant de se poser la question, toutes mes idées et mes opinions, ça vient d'où? Quand j'ai une opinion sur
sur les retraites, sur l'échauffement écologique, sur le mariage gay, sur je sais pas quoi, tous les sujets qu'on voit circuler dans le monde, dans les journaux. D'où viennent nos opinions? Combien de fois est-ce que nous avons vraiment assis, réfléchi, mesurer, peser tous les pour et les contre, explorer tous les différents aspects du sujet? Très souvent, nos opinions viennent des groupes auxquels nous appartenons. C'est ma famille qui m'a fait penser comme ça, c'est mes amis qui me disent qu'il faut penser comme ça, c'est l'église, c'est mon éducation. Donc je vous invite à juste, ouais, observez ça chez vous, d'où viennent vos opinions et vos idées. Donc ça, c'est un peu sa définition du groupe. Oui, c'est un groupe qui s'est constitué des personnes qui n'ont pas fait le travail de vraiment s'autonomiser, se rendre autonomes. Les groupes sont liés par des liens de sang, de terre, d'intérêt économique ou autre, de peur, d'appartenance, d'activité en commun. Comme j'ai dit tout à l'heure, le monde est fait du groupe et nous appartenons sûrement tous à maintes groupes différentes tout en même temps. Je vais juste lister quelques-uns. La famille, les collègues, religion si on en a un, la nationalité, la langue, la culture, peut-être politique, sport, intérêt culturel, diverses activités, associations, toutes sortes de choses. Et plus ou moins formelles et plus ou moins formées. Donc parfois on n'a pas payé une cotisation, mais on se considère quand même comme ça. Et nous naissons dans certains de ces groupes. Il y a certains que c'est difficile à quitter, où on n'a pas choisi. Il y a d'autres que nous choisissons. Et nous sommes influencés par chacun de ces groupes dans les vues, les croyances, les idées, nos comportements, nos choix, nos activités, nos réactions aux autres. Plus ou moins consciemment, on est conditionné par notre appartenance à ces différents groupes. Et une caractéristique du groupe, c'est que ça demande une certaine fidélité, une certaine conformité. Sinon, le groupe ne reste pas cohérent. Pour sa cohésion, les gens ont besoin de se comporter comme des membres du groupe. Sinon, ça commence à ne plus marcher. Et j'ai une petite citation aussi pour ça. J'aimerais bien le chanter, mais je ne vais pas pouvoir le faire. C'est une petite partie du chanson de Brassens, sa mauvaise réputation. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne, en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que... Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que... Et en fait, il parle justement de la pression du groupe, de la société, de faire comme il faut. Et là, il fait référence, bien sûr, à la nationalité, le 14 juillet. Et... Donc, et nous avons tendance à agir de deux manières, grosso modo, deux extrêmes. Et il y a aussi la possibilité d'agir différemment, mais grosso modo, habituellement, soit nous conformons, nous répondons à cette situation par le conformisme, soit par l'individualisme ou le rébellion. Et nous avons probablement tous un comportement plus vers l'un ou vers l'autre extrême. Donc si nous sommes plutôt conformistes,
nous avons tendance à faire comme il faut pour rester partie d'un groupe, de dire oui, 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 d'accord, oui, je fais comme vous. Oui, ok, je ne sens pas tout à fait ça, mais je vais quand même le faire. On se compromet pour conformer aux attentes du groupe, pour rester à l'intérieur. Euh, Donc nous marchons donc pour ainsi dire une certaine liberté pour avoir une certaine sécurité. Euh, Et puis à l'autre bout de l'échelle, il y a l'individualiste qui dit non, moi je fais pas du tout comme le groupe, je fais tout différemment, ça c'est pas moi, je vis ma vie à moi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression de liberté à faire ça, mais c'est quand même fait en relation au groupe. On se définit quand même en relation au groupe. C'est pas soit quand on est conformiste, c'est oui je suis. Et quand on est individualiste par rapport au groupe, non je suis pas. Je rejette. C'est pas moi. Mais c'est pas du tout la même chose que vraiment qui je suis. Et le groupe, est-ce que je fais partie ou pas partie, ça n'a pas d'importance. Là, c'est dans l'individualiste, c'est vraiment s'afficher comme ne faisant pas partie de ce groupe-là. Et on a tous nos tendances, oui, conformisme aux rebelles individualistes. Et donc maintenant, je vais parler de la deuxième entité dont on parle, Sangharakshita, la personne autonome, qui est libre. La personne vraiment autonome est libre de ces deux réactions. Cette personne ne ressent pas le besoin de se conformer, ni de rebeller. Elle est capable d'être dans le groupe, si nécessaire, tout en gardant son intégrité et sa liberté. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut bannir tous les groupes, on ne devrait pas appartenir à aucun groupe. Cette personne a pris conscience de son conditionnement et son est libérée. Elle a appris à penser pour elle-même et à choisir pour elle-même, et tout en respectant et prenant en compte les autres. Et d'une certaine manière, la description, la situation que j'ai racontée au début avec mes collègues dans le restaurant, pour moi c'était un peu mes débuts en tant que personne autonome. Je commence à tâter un peu. Et je ne veux pas dire que depuis j'ai toujours agi autant, je suis autant capable d'être conformiste que toujours. Mais ça évolue quand même. Et la personne vraiment autonome est complètement elle-même dans toutes les circonstances. Donc je vous invite encore un petit moment de juste introspection. Est-ce que vous vous voyez plutôt conformiste, plutôt individualiste ou rebelle? Ou est-ce que vous pensez que vous avez quand même une certaine capacité à autonomie? Si vous regardez les situations, les groupes auxquels vous appartenez, avez-vous plutôt tendance à faire comme les autres? Ou vous affichez comme faisant pas comme les autres? Est-ce que vous êtes plutôt libre? Voilà, je vous laisse aussi après avec cette question. Je crois que c'est intéressant d'observer ces tendances qui sont aussi probablement conditionnées. Donc je vais parler maintenant de la communauté spirituelle que nous essayons de créer ici, dans le centre bouddhiste et dans le mouvement Triratna partout dans le monde. La communauté spirituelle, c'est un groupe aussi, mais c'est un groupe qu'on pourrait appeler un groupe positif. C'est un groupe qui existe pour aider les personnes, les individus, à devenir plus en plus autonomes, de choisir et vivre leur liberté en tant que personne. Et à son plus haut, la communauté spirituelle consiste entièrement de personnes complètement autonomes. Et en attendant, c'est des novices personnes autonomes, des personnes qui essayent
de devenir plus autonome. Et c'est un groupe qui encourage les gens à transcendre leur conditionnement, à penser pour eux-mêmes et être plus en plus eux-mêmes, et à s'entraider dans cet exercice, dans cette démarche. Donc, ce qui relie, qui réunit les membres d'une communauté spirituelle, et c'est ça qui est intéressant, c'est pas une communauté religieuse dans le sens croyance, dogme, parce que ce qui réunit les personnes, les membres d'une communauté spirituelle n'est pas les croyances, c'est pas les dogmes. Dans une vraie communauté spirituelle, toutes comment dire, ce qu'on peut appeler les croyances, toutes les propositions de vue sont à discuter et à tester et à voir pour moi-même, est-ce qu'on est d'accord, est-ce que ça résonne avec mon expérience. Donc ici au centre bouddhiste, j'espère que vous ne nous entendrez jamais dire mais il faut que tu crois ça ou ça pour appartenir à ce groupe. J'espère qu'à chaque fois que vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose que nous disons, on va discuter, on va voir, on va essayer de comprendre les uns les autres pourquoi et comment. Et ça, en soi, c'est une pratique d'autonomie. C'est une pratique où on peut dire attends, je ne comprends pas, je ne suis pas d'accord, et on discute. Et en discutant, moi j'apprends quelque chose, la personne qui n'est pas d'accord apprend quelque chose, et à un moment donné on va peut-être arriver à une compréhension au-delà de ce qu'on avait chacun au départ. Donc en fait une communauté spirituelle, donc on commence en commun cette recherche de clarté, cette recherche d'individualité, cette recherche d'intégrité, d'honnêteté. Aussi, dans le cas d'une communauté bouddhiste, de la bienveillance, la générosité, de la non-exploitation, l'honnêteté, la clarté, la sagesse, le respect, la tolérance. Donc il y a un côté éthique aussi. Une personne qui est autonome se veut éthique dans le monde, se veut que sa relation aux autres soit éthique et moralement saine. Et aussi, il y a dans une communauté spirituelle une communication que je viens de décrire un petit peu étroite, honnête, ouverte, où on est prêt à se partager, on est prêt à rencontrer l'autre pour construire quelque chose et une solidarité basée non sur la superficialité de oui, on pense la même chose, mais vraiment on se comprend, on se connaît les uns les autres et on est prêt à se partager vraiment jusqu'au fond du cœur. Donc c'est aussi un processus. Oui, donc on peut dire que c'est donc il y a ce côté éthique, il y a aussi ce qu'on appelle chez nous l'amitié spirituelle, une amitié qui nous aide chacun de grandir, de se comprendre mieux, de comprendre mieux voir son conditionnement, le déjouer petit à petit et devenir de plus en plus libre et de plus en plus individuel. Et c'est l'amitié dans le sens qu'on se connaît et puis on essaie de s'entraider dans ce processus. Il y a un troisième élément dont je ne vais pas parler beaucoup ce soir parce que ce n'est pas vraiment le sujet, mais il y a aussi l'élément de solitude. Pour être vraiment individuel, pour vraiment savoir ce qu'on pense, c'est important de temps en temps de s'éloigner du groupe et avoir du temps seul pour vraiment être soi à soi et savoir profondément qu'est-ce qu'on pense. Et pour moi, mes moments de retraite solitaire sont super importants par rapport à ça. Et c'est souvent que là où je prends de recul par rapport à toutes les idées et les opinions que les autres m'offrent pour me dire mais qu'est-ce que je pense vraiment moi. Et ça se fait par la méditation aussi, le moment de méditation tous les jours. Donc, dans ce contexte, on, on peut avoir de plus en plus de courage
Oui, pour être nous-mêmes, pour tester, pour prendre le risque d'être soi-même et voir ce que ça donne. Et si c'est vraiment un contexte de bienveillance et d'amitié, ben on va pouvoir prendre ces risques ouais, en liberté et en sécurité. Donc, je crois que pour le moment, j'ai pas trop besoin de vous dire pourquoi ferait-on tout ça, parce que mais peut-être on se dit quand même, mais je suis bien dans mes groupes, je suis confortable, j'aime bien ma famille. Euh, Qu'est-ce qu'il y a avec le groupe? C'est normal d'avoir des groupes. Et c'est vrai que c'est pas du tout obligatoire, hein, on n'est pas obligé de devenir personne autonome. Mais je suis convaincue que ce serait mieux pour tout le monde si on l'était. Je vais juste vous donner rapidement deux raisons pour poursuivre cette démarche. D'abord, le groupe, et oui, est très confortable, euh, très très confortable tant que on arrive à conformer, que tout se passe bien, que tout le monde dans le groupe est heureux et content et fait comme il faut. Et tant qu'on ne veut pas changer. Mais pour ceux qui ont essayé d'évoluer dans votre vie, savez déjà peut-être parfois c'est difficile dans certains cas de bah, peut-être j'ai envie de manger moins de viande, mais en fait les personnes avec qui je sors plus régulièrement, bah, ils n'acceptent pas trop ça. C'est difficile ou j'ai envie d'évoluer d'autre manière, j'ai envie de changer de carrière, mais c'est pas très facile parce que voilà, je suis confortable là et on va mal regarder si je change complètement de cap. Voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles le groupe nous limite. Et l'autre chose, c'est si on regarde le monde, le groupe est au cœur de au cœur de toutes les guerres, tous les conflits. C'est l'appartenance au groupe ou pas l'appartenance, l'attachement à l'appartenance, l'identification avec le groupe qui crée énormément de problèmes. J'ai écouté une émission de la radio anglaise récemment que je trouvais très intéressant. En Angleterre, on a beaucoup d'immigrés de l'Inde et au nord de l'Angleterre, il y a des villes où il y a des musulmans et des hindous venant de l'Inde qui depuis des décennies ont vécu très très paisiblement ensemble. Mais ces derniers temps, ils commencent à avoir des frictions. Et ce qu'on a observé, c'est que les politiciens anglais utilisent la situation, la friction en Inde avec Modi pour essayer d'avoir des votes en Angleterre en utilisant, en allant dans leur constituant avec une photo de Modi en disant voilà, Boris Johnson qui rencontre Modi, vous voyez ce que font les conservateurs et donc les musulmans à Leicester commencent à s'en prendre contre les hindous à Leicester alors que ce qui se passe en Inde avec Modi, c'est pas du tout leur affaire. Et c'est juste parce que quelqu'un est allé les inciter à s'identifier avec je suis musulman ou je suis hindou. Alors qu'à Leicester, c'était pas un problème avant. Et on voit ça encore et encore en Irlande. Moi, je cite les situations que je connais moi, mais vous en connaissez sûrement vous-même. En Irlande aussi, il y avait des communautés de catholiques et des protestantes qui vivaient très très bien ensemble. Mais il suffit de venir avec une situation qui les invite à s'identifier à leur côté de la vérité, à leur groupe, et il y a du conflit qui s'installe. Donc je crois que nous avons tous l'intérêt à apporter la conscience par rapport à notre appartenance au groupe et notre identification au groupe, justement pour pouvoir apporter plus de paix dans le monde et ne pas se laisser embarquer dans ce genre de situation. C'est tellement vite de se polariser parce qu'on s'identifie avec quelque chose. Mais au fond, quelle est la différence entre un catholique et un protestant? Sont tous les deux des êtres humains. Donc voilà,
si j'avais besoin de vous convaincre l'importance de tout ça. Oui, j'avais d'autres choses à dire, mais je vois que le temps passe, donc je vais revenir. Oui, je disais que c'est important de prendre conscience de c'est notre identification, parce qu'en fait, c'est notre identification avec le groupe qui est important, qui crée le problème. C'est pas le groupe même. Il y aura toujours des groupements dans le monde, on aura toujours des appartenances selon nos similarités, les choses que l'on partage avec les autres. Mais oui, le bouddhisme et le chemin spirituel nous invitent à prendre conscience de nos appartenances et peut-être je peux dire prendre un peu de distance par rapport à ça. Si je sais vraiment, oui, je fais partie de ce groupe, mais je n'identifie pas. C'est pas ça qui me, oui, j'ai rien à défendre là-dedans. C'est pas parce que j'appartiens à ce groupe-là que je dois me défendre contre l'autre. Et ça demande pas mal de sagesse et pas mal de recul à ne pas se laisser embarquer par ce genre de choses. Euh, et, euh, et ça demande un travail pour vraiment creuser et voir nos appartenances et qu'est-ce qui se passe pour nous. Et j'ai un autre exemple personnel de mon propre cheminement de compréhension par rapport à oui, mes propres tendances et mes appartenances. En fait, mes grands-parents étaient juifs allemands. Ils ont quitté l'Allemagne au moment de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont installés à Londres. Et moi, j'ai grandi avec une grande comment dire, méfiance, même haine, peut-être pas haine consciente, mais quand même contre les Allemands, parce que mes grands-parents avaient dû souffrir de cette situation avec Hitler. Et je me suis toujours identifiée avec le côté juif. Et il y a 2 ans de ça, vraiment très récemment, tout d'un coup, je me rends compte que par ces faits, je suis aussi moitié allemande. Et donc, en fait, à l'intérieur de moi, j'ai les deux côtés qui semblent être opposés. Et juste voir ça, et voir que je n'étais pas obligée de m'identifier avec l'un ou l'autre, j'ai fait une espèce d'intégration à l'intérieur de moi que j'espère que tout le monde pourrait faire dans le monde, en fait. Qu'on pourrait, parce on a toujours plusieurs identifications à l'intérieur de nous. Et à chaque fois qu'on s'identifie avec un seul, on commence à être en conflit soit avec les autres, soit à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, pour moi, le chemin pour nous tous, si on veut faire quelque chose avec ça, c'est de vraiment commencer à examiner d'où viennent mes vues, d'où viennent mes habitudes, d'où viennent mes croyances, quelles sont mes appartenances. Est-ce que je suis libre vraiment, au moins dans certaines situations de ma vie, à faire les choix que moi j'ai envie de faire? Est-ce que je suis libre d'aller avec le groupe ou pas, sans sentir le besoin de rebeller, mais juste faire un choix libre et autonome? Et sinon, qu'est-ce que je peux faire pour aller vers plus de liberté? Qu'est-ce que je peux faire pour comprendre mieux ce qui m'entrave et me libérer de ça? Et là, pour nous, les bouddhistes, il y a la pratique de la méditation, il y a la pratique de l'éthique, il y a la pratique d'un chemin de prendre de plus en plus conscience de ça. Et il y a l'amitié spirituelle et la communauté spirituelle qui nous soutient dans cette démarche, qui nous aide en fait à aller contre le courant. Parce que je crois que ce chemin d'individualité vrai, autonome, c'est aller souvent contre le courant.
Et juste pour terminer, le bouddhisme, en fait, il va encore plus loin que cela. J'ai parlé du courage d'être soi-même. Si certains d'entre vous connaissez déjà un petit peu le bouddhisme, vous avez entendu que le bouddhisme parle du non-soi. Donc en fait, l'idée que le soi n'existe pas vraiment de toute manière. Et si on va jusqu'à là, on commence à voir à quel point c'est ridicule quand on se crée des guerres pour des soi qui n'existent pas. Mais ça, c'est une autre histoire. Je ne vais pas y aller juste maintenant. Mais oui, c'est un processus. Donc ça, c'est le but, enfin, ce serait libérer même de mon identification et mon attachement à mon sens de moi. Mais on a beaucoup de chemin à faire avant ça. Et je crois que le premier pas, c'est juste la libération par rapport au groupe et la capacité à devenir plus autonome, à être une personne autonome. Et plus tard, oui, on va vers la libération même de notre attachement à notre propre identité, mon moi, ce qui est mien, et aller vers un sens beaucoup plus fluide de notre interrelation avec tous les êtres, parce que nous sommes tous interreliés. Et à transcendre l'attachement au groupe, au soi, et à toute idée, pour trouver une liberté totale. Mais ça serait pour une autre fois.